24 heures après, retour sur ce Real Madrid-Manchester City avec une analyse un petit peu différente de d'habitude. On va essayer, Rota, d'expliquer un petit peu comment le Real Madrid et Alvaro Arbeloa ont réussi à mettre KO le Manchester City de Pep Guardiola. Ouais, qui l'eût cru? Qui aurait cru que Arbeloa gagnerait la bataille tactique dans ce match entre les deux coachs, avec d'un côté un coach expérimenté, considéré comme le meilleur technicien, tacticien au monde, et puis Arbeloa qui démarre dans le monde ultra professionnel en tant que coach. Mais on va voir, on va essayer de revenir sur ce qui s'est passé, comment les deux équipes, les deux entraîneurs ont abordé le match, et essayer de déceler ce qui a fonctionné et pas fonctionné, justement de part et d'autre. En plus, je l'avais dit, avantage pour Pep Guardiola, pour Alvaro Arbeloa, pardon, le lapsus, sur les 5 raisons là, de pourquoi le Real va l'emporter. J'ai mis Arbeloa va être dominant face à Pep Guardiola. Bon, j'étais pas premier degré, donc on va pas me le compter celui-ci. Parce qu'on Ça vaut, quoi ça, qu'on ça vaut comme ça vaut comme un point quand même. Ça vaut comme un point. Moi je te l'accorde. Merci. Quoi qu'on en dise, en tout cas, c'est un 3-0 net. 24 heures après, on peut encore le dire. C'est pas une victoire à l'arrache. C'est même l'une des plus abouties, peut-être, du Real Madrid sur Manchester City, là, sur les dernières années. Et Dieu Mhm. sait qu'il y a eu beaucoup d'affrontements entre les deux équipes. Vraiment, peut-être l'une des victoires les plus maîtrisées, en vrai. Bah, en fait, quand on regarde un petit peu vers l'arrière, je le disais hier, un peu toutes les planètes étaient alignées, mais en revanche, je pense que c'est un des matchs où on a le moins souffert. Tu vois, comme tu le disais hier, on n'a pas tremblé beaucoup, il n'y a pas non plus pléthore d'occasions côté City. La plus grosse de toute façon à mettre à l'actif des Citizens, bah, c'est cette erreur de Pitard qui est la parade de Courtois, c'est vraiment la plus probante. Il y a eu deux trois situations, mais c'est des situations et forcément dans une rencontre pendant 90 minutes, des situations entre deux clubs comme ça, il y en a, ça en génère forcément. Mais le Real Madrid n'a pas trop souffert. Le Real Madrid a plutôt bien maîtrisé son sujet. L'approche a été bonne. La réponse peut-être à Guardiola a été bonne. Ou peut-être que la mise en place, on le verra, de Guardiola était peut-être un petit peu présomptueuse. Mais en tous les cas, oui, le Real Madrid s'est défait de Manchester City. Et je suis assez d'accord avec toi. Peut-être de la manière la plus probante qu'on ait vue dans tous les affrontements entre les deux équipes. Mm. Même si l'année dernière, c'est vrai qu'on n'avait pas non plus beaucoup tremblé sur le barrage, mais bref, passons. Rentrons dans le vif, justement par rapport à ce match, évidemment, auquel on va donner une petite donnée, un côté tactique avec le tableau qui est derrière toi, Rota. Peut-être que d'abord, il faut faire quoi? Un focus sur comment Pep Guardiola a préparé son match, son dispositif, et essayer d'observer un petit peu ce qu'il a voulu mettre en place. Ouais, je pense que c'est bien de faire un focus déjà sur comment Guardiola, lui, a abordé la rencontre. Je pense que c'est la première des choses à faire. On l'a vu, hein, Manchester City a joué avec un 4-2-3-1 répondant au 4-4-2 mis en place par Alvaro Arbeloa. Beaucoup de changements dans ce 11 de City avec la présence de Kusanov pour essayer justement d'empêcher Vinicius de se déployer. Et puis on a aussi eu un Semenyo qui est venu en tant que numéro 10, alors que d'habitude il est plutôt attaquant, second attaquant, aux côtés d'Erling Haaland ou d'Omar Marmouche. Et là, il avait un rôle un peu plus reculé. Sa position reculée a reculé également Bernardo Silva, qui lui était à la construction avec Rodri. Et l'objectif de Guardiola, c'était d'avoir de la possession, essayer de priver le Real Madrid de ballon, d'essayer plutôt de faire en sorte que le Real Madrid vienne un petit peu le presser, tout en sachant que le bloc du Real serait assez compact et assez bas. C'est ce qui s'est passé, mais on a eu quelques erreurs de la part de Manchester City, à mon sens. Ce qui a bien fonctionné, en tous les cas, ce qui a mal fonctionné plutôt pour Manchester City, c'est la présence des deux ailiers forts que sont Doku et Savigno. Évidemment que le danger est venu de Jérémy Doku, mais là où à mon sens c'est une erreur par rapport à ce qui a été mis en place, on a un Erling Haaland qui a été très orphelin, on a eu un Semenyo, je ne sais pas si toi tu as eu ce ressenti là, mais qui n'a pas touché beaucoup de ballons, à la baguette Rodri, et puis un Bernardo Silva qui lui a pas touché non plus beaucoup de ballons. Et pour moi, c'est un petit peu le système de Guardiola qui a rendu amorphe ces deux joueurs-là que sont Semenyo et Bernardo Silva. Pourquoi? Parce que en phase de possession, City est passé à trois joueurs derrière, Kusanov qui se réaxe un petit peu, et on retrouve les deux autres défenseurs centraux, O'Reilly qui lui va avoir un positionnement très haut, très déporté sur le côté, mais capable d'apporter le surnombre ici. Là où le Real Madrid a très bien fait les choses avec un 4-4-2 qui était aligné, donc on aura Fede Valverde, on a Tchouaméni, on a Thiago Pitarch, qui sont ici, et puis Arda Güler qui était sur ce côté. Et l'objectif en fait du Real Madrid,
comment est-ce que le Real en fait a contré ça et pourquoi Manchester City, à mon sens, a mal abordé la rencontre, c'est que Jérémy Doku et Savigno sont des joueurs, des ailiers au pied inversé. On a Doku qui est un droitier à gauche et Savigno qui est un gaucher à droite. Et en ce sens, en fait, le Real Madrid s'est permis de pouvoir faire un focus avec des prises à 2, voire à 3. On a vu Fede Valverde aider Trent Alexander-Arnold et même Thiago Pitag bien souvent venir faire des prises ici pour empêcher la montée d'O'Reilly. Et puis cette prise à 2 pour essayer de limiter un petit peu les assauts de Doku qui était pratiquement le seul à apporter du danger, même si parfois Savigno prenait également son couloir. Et cette position ici qu'ont les joueurs du Real Madrid, on peut se dire ok, mais comment est-ce que City a pas apporté plus de danger? Parce que là, on a deux joueurs qui sont pris ici, deux joueurs également là. Donc finalement, le Real Madrid se trouve forcément en infériorité numérique. Mais cette position de joueurs inversés avec Doku et avec Savigno qui, de surcroît, ne sont pas des super centreurs, ça a permis tout simplement au Real Madrid de pas trop s'énerver sur le repli avec un Brahim qui venait ici, mais de pas trop s'appliquer sur le repli parce que Doku, lorsqu'il était ici, si jamais il passe, évidemment, c'est danger, mais t'as Haaland qui doit se projeter, Semenyo qui doit se projeter, on a Bernardo Silva qui doit venir, et puis Savigno. Mais le Real, dans ces phases-là, apporte un nombre plutôt similaire à celui de Manchester City, et le fait qu'on ait des joueurs qui ne soient pas des gros centreurs et qui vont jouer pied opposé, même si Doku l'a plutôt bien fait dans les 20 premières minutes, pied gauche, ou Savigno pied droit, eh ben ça a permis au Real Madrid tout simplement de continuer sur sa ligne de 5, Fede Valverde, Trent Alexander-Arnold. On avait donc nos deux défenseurs centraux et puis ici Ferland Mendy, et en fait dans cet axe-là, et ben finalement, Rodri qui reste ici, les trois centraux qui sont là, O'Reilly qui est obligé quand même de garder un petit œil parce qu'on a Brahim Diaz et puis Vinicius qui sont ici. Et ben on avait quand même un surnombre côté madrilène parce que finalement on a ces deux joueurs là qui sont déportés, mais après on a cette ligne ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs madrilènes pour maximum de chez maximum, même si un O'Reilly venait prendre cet espace-là dans l'axe et il l'a pas fait à de nombreuses reprises. Et ben ici, le Real Madrid est en surnombre et n'a pas été énormément en danger. Et c'est aussi pour ça que les incursions de Doku, elles ont un peu été réduites à néant, parce que dans l'axe, même si parfois ça s'est joué à très très peu de choses, notamment je pense en deuxième mi-temps à l'intervention de Rudiger, le Real Madrid était en surnombre. Donc le Real, qu'est-ce qu'il a fait pour contrer ça? C'est un bloc super compact, vraiment, avec un Vinicius peut-être laissé ici, Brahim, et le but étant en fait pour le Real de récupérer le ballon assez rapidement et surtout en 1, 2, voire 3 passes maximum, d'essayer de se sortir du danger et ensuite utiliser à la fois Fede Valverde ou Arda Güler et puis les deux qui sont devant pour essayer d'aller contrer cette ligne de 3 qu'a mis en place Manchester City, le Manchester City de Pep Guardiola, et d'exploser très rapidement. Et je trouve que le côté compact du Real a été rendu facile par la schématisation de Pep Guardiola qui a annuler un peu les qualités de Semenyo qui lui peut avoir des prises côté droit ou côté gauche quand il est dans une attaque à 2 où il peut semer un petit peu la zizanie parce qu'il est rapide, parce qu'il est technique, mais sa position a annihilé un petit peu ses qualités. Bernardo Silva, il a servi à rien, on va pas se mentir. Rodri était à la baguette, mais après avec un Real Madrid qui est très compact à ce niveau-là, un Fede Valverde, il y avait un énorme surnombre et le Real Madrid n'a pas tant subi que ça dans cette partie. Et donc toi, tu trouves vraiment que tu as vraiment la sensation que c'est quoi? C'est qu'il a sous-estimé le Real Madrid de Pep Guardiola, parce que là, en gros, tu nous démontres que il y avait beaucoup d'armes offensives, mais que malgré ça, ils n'ont pas réussi tant que ça à nous mettre à mal. Pep Guardiola l'a dit lui après le match, il a dit on a eu beaucoup de situations, on a eu beaucoup de ballons dans des zones proches de la surface, même dans la surface, mais qui nous a manqué systématiquement le dernier geste pour conclure. Déjà, le Real Madrid, ce qu'il a très bien fait, c'est de mettre de l'agressivité, d'essayer de les prendre à la gorge. Mais en fait, il y a eu des choses offensivement qui étaient intéressantes de la part de City, mais son approche, pour moi, elle est mal réalisée. Parce qu'en fait, quand il essaye de miser vraiment sur ces options-là, avec Doku et Savigno, il rend pratiquement inutile le positionnement de Bernardo Silva et de Semenyo. Semenyo, il touche quasiment aucun ballon, notamment en première période. Il touche quasiment aucun ballon. Erling Haaland, on peut se permettre d'être à 2 ou 3 sur lui pour l'empêcher de prendre des ballons. Et Bernardo Silva, qui a un petit gabarit, si tu prends deux joueurs au pied inversé qui vont faire soit des centres plongeants devant la surface, c'est pas le positionnement naturel de Bernardo Silva. Et ensuite, tu n'as pas la capacité de servir à Erling Haaland, notamment dans les airs où il aurait pu faire mal, parce que tu as un gaucher à droite et un droitier à gauche.
Donc forcément, bah tes centres ils sont rentrants et c'est beaucoup plus compliqué pour être un point de chute. Donc je trouve que il aborde mal ce match. Il a il a essayé de mettre Kusanov sur Vinicius pour des questions de vitesse, mais le fait de passer à 3 derrière et d'essayer de mettre O'Reilly sur le côté gauche pour apporter quelque chose supplémentaire, bah moi je trouve que ça a pas été très efficace parce que finalement tu avais O'Reilly et puis Doku qui était dans une zone similaire. O'Reilly servait pas à grand chose et Doku faisait en tout cas tentait de faire la différence tout seul. Erling Haaland bah très esselé et puis surtout bah pas servi en termes de centre, un petit peu comme peut l'être Gonzalo parfois chez nous. Et puis bah même chose de l'autre côté sur Savigno et puis surtout bah annulation un petit peu des qualités de Bernardo Silva et Semenyo comme je l'ai dit tout à l'heure. Et côté Real Madrid, tu l'as un petit peu démontré déjà sur la fin de ton explication avec le Fede Valverde qui certes a été très très au présent défensivement et qui a beaucoup épaulé Trent Alexander-Arnold. Et moi je me souviens que sur la preview, t'en avais parlé et t'as dit que tu voyais presque Fede Valverde finalement comme un latéral droit bis. Et finalement, bah, c'est plutôt, on l'a vu beaucoup plus offensif que ce que l'on pouvait attendre pour Fede Valverde qui a été évidemment très efficace, qui a marqué ses 3 buts, mais parce qu'il s'est projeté énormément en fait. En fait, peut-être que c'est là où Guardiola a pas, enfin comment dire, c'est dur à anticiper, mais il a pas anticipé cette puissance de Fede Valverde parce que Fede Valverde, il était partout. Il a été très présent offensivement, mais de base, il l'a été énormément défensivement. Et c'est aussi ce qui a permis au Real de contenir souvent Jérémy Doku. On le sait, c'est un joueur très virevoltant et c'est un joueur qui peut faire d'énormes différences. Mais on l'a vu. On va faire juste un léger focus, mais ce qu'a bien fait le Real, même si j'en ai déjà parlé, finalement, c'est d'occuper cet espace axial et d'être très compact. Et je pense qu'après tu auras ce visuel pour mettre le doigt là-dessus. Mais sans ballon, le Real Madrid a su contenir ses assauts assez facilement. Savigno, Jérémy Doku, là on est d'accord. O'Reilly ici, Rodri, Bernardo Silva, Semenyo, Erling Haaland. Donc très simplement, le Real Madrid de base et avec ses 4 milieux de terrain qui, comme je le disais, étaient des joueurs alignés. On a vu, Fede Valverde est allez, en position légèrement avancée, Arda Güler pareil par rapport à Tchouaméni et Thiago Pitart, mais je veux dire, on n'était pas sur un 4-4-2 diamant, un 4-4-2 losange, on était sur des joueurs qui étaient très alignés pour que tout de suite, ces joueurs de côté viennent aider les latéraux. Et donc, très simplement, bah, cette prise à deux qui a été réalisée ici, très souvent on voyait même Fede Valverde qui rentrait plutôt intérieur par rapport à Trent Alexander-Arnold. Donc on avait cette fameuse ligne de 5 et on avait en plus parfois un Tchouaméni qui venait s'insérer, laissant Thiago Pitart venir ici si jamais il y avait la supériorité créée par O'Reilly, ou alors Arda Güler qui venait aider également Ferland Mendy pour Savigno, et Tchouaméni lui venait simplement coulisser pour être en second couteau sur cette fameuse deuxième ligne. Les deux joueurs là ont plus de liberté. Brahim Diaz faisait quelques fois les efforts, mais c'était pas ultra nécessaire, et donc il avait la possibilité, comme Vinicius et puis comme Fede Valverde qui lui pour le coup se projetait énormément, mais là c'est parce qu'on parle d'un mec qui a 15 poumons, à la récupération du ballon, le Real Madrid avait deux objectifs, c'est-à-dire éliminer cette ligne de 3 avec les deux ailiers Erling Haaland, éliminer O'Reilly s'il était ici, et puis Semenyo et Bernardo Silva, et se retrouver en position offensive avec Vinicius, Brahim Diaz, et puis Fede Valverde et même Arda Güler qui vient aider ici. Donc le but c'était de récupérer le ballon assez rapidement et sur une, deux, voire 3 passes grand maximum, mais surtout 1 ou 2 passes dans cette zone-là et un long ballon, de se retrouver en 4 contre 4. Et là, tu es obligé d'avoir un Rodri qui vient sur cette ligne défensive, d'écarter un petit peu comme on l'a vu. Et bien souvent, c'était plutôt O'Reilly qui venait faire cet effort-là. On avait une prise à 2 anticipée pour Vinicius. Et puis là, forcément, c'est un petit peu dans ce sens-là que le Real Madrid a fait la différence par Fede Valverde sur la première mi-temps. Donc le repli de City était pas si évident que ça. O'Reilly un peu trop projeté. On se base un peu trop sur les ailiers et le bloc compact du Real fait largement la différence. Et ensuite, en contre, on est tout de suite en difficulté parce que Rodri, c'est pas O'Reilly pour se repositionner. Et puis, on est sur un 4 contre 4 et du 1 pour 1. On sait très bien que dans le foot, c'est super compliqué. Intéressante la démonstration sur Tchouaméni qui reste finalement plus à reculons, qui s'insère presque parfois sur la ligne défensive, et un Thiago Pitart finalement qui était un petit peu en chasse-garde. C'est un peu lui finalement qui est là à droite à gauche, et c'est pour ça cette impression visuelle qu'on a eue que Pitart était partout, parce que c'est lui en fait qui était en train de chasser, coulisser systématiquement pour chasser et faire amener la supériorité madrilène sur les phases défensives. Il a fait un petit peu du Luka Modric à la grande époque quand Fede Valverde justement occupait un petit peu, tu sais, ce positionnement
haut, on va dire presque d'ailier droit sous Zidane, où Luka Modric lui venait aider Dani Carvajal. Il était ce milieu de terrain qui se déportait énormément sur le côté droit, pour essayer d'empêcher l'ailier de faire des différences et surtout des liens avec la zone d'attaque. Donc lui, il était vraiment dans ce demi-espace droit et il le faisait très très bien. Thiago Pitart, alors l'a fait avec moins de brio, mais il l'a très bien fait quand même. Et c'est aussi pour ça, comme tu le dis, qu'on l'a plutôt vu, on l'a vu en évidence dans ce type de match. Ouais, et comme on le voit sur la heatmap qu'on est en train de voir de Thiago Pitart, il y en a une que tu vois en particulier? Moi, j'aimerais voir celle de Ferland Mendy également. Parce que ce qui est intéressant sur Ferland Mendy, c'est qu'on voit que sa zone chaude, elle est ultra défensive. Et c'est un petit peu ce que j'avais expliqué lors de la preview, c'est que Ferland Mendy allait se limiter, entre guillemets, à des choses simplistes, basiques, pour apporter de l'équilibre défensif. Et quand on le voit là, tu le vois sur le terrain, c'est le joueur le plus bas du Real Madrid. Et c'est pas anodin. C'est pas anodin parce que lui, il avait en fait ce rôle-là de se dire, ok, moi je reste sur ce côté gauche, je reste vraiment entre guillemets matrixé sur un rôle défensif. Je vais laisser Vinicius prendre ses aises, je vais laisser aussi Arda Güler, qui est un peu plus réaxé ici, mais qui a occupé quand même le flanc gauche, parce que j'ai pas besoin d'apporter un petit peu plus, étant donné qu'il y a des quatre milieux qui sont alignés. En fait, on a deux lignes de 4 et une ligne de 2. Eh ben, pourquoi faire Mendy, il aurait à monter plus haut que ce qu'il ne l'a fait. C'était pas nécessaire. Arda Güler était sur ce côté gauche, Vini encore plus haut, donc il n'y a pas besoin d'avoir un latéral qui prend énormément d'aise. Ça s'est aussi vérifié de l'autre côté avec Trent Alexander-Arnold, même si lui a été plus haut sur le terrain et surtout un peu plus réaxé, parce que c'est un joueur qui participe davantage à la construction. Mais Ferland Mendy, il est resté cantonné, il a fait des passes assez simplistes, et on le voit, hein, il a aucune zone chaude dans la deuxième moitié de terrain, et puis surtout il a que très très peu d'intervention sur la moitié de terrain de City. Une autre que tu as envie de voir ou on passe? J'aurais aussi voulu celle de Brahim Diaz. Brahim Diaz, je trouve que ça a été très intéressant parce qu'on le voit, on a la sensation, je sais pas toi, mais en tout cas moi hier j'ai eu la sensation qu'il avait quand même plutôt beaucoup défendu, mais Pareil. finalement, Elle me surprend la map. finalement, ouais, tu vois la zone chaude, elle explique un petit peu, elle illustre un petit peu ce que j'ai dit, c'est qu'il n'avait pas besoin de revenir défendre. On a Thiago Pitart qui venait en aide de Fede Valverde et de Trent Alexander-Arnold, et puis il n'y avait pas cette nécessité absolue d'être dans un repli systématique. Et si tu peux mettre celle de Fede Valverde, on va voir qu'il y a une occupation terrain qui est évidemment plus large, mais qui à mon avis est très très colorée sur le côté et autant défensivement pratiquement qu'offensivement. Voilà, ça me surprend pas et je l'ai pas vu, hein. Je la découvre en même temps que toi, mais on voit que sa zone chaude, elle est dans les deux moitiés de terrain parce qu'il a eu cette occupation qui était extrêmement à droite. Et il a donc aidé Trent Alexander-Arnold, mais il a aussi occupé ce flanc dont n'avait pas à gérer Brahim Diaz. Et si on peut mettre un petit coup d'œil sur le 45 qui est Thiago Pitart, je pense que c'est pareil, ça va être une occupation, voilà, qui est un peu partout, mais on le voit quand même qu'on est très axial et on a ce rôle un petit peu d'essuie-glace qui a coulissé un petit peu partout pour venir en aide à ses coéquipiers. Tchouaméni, zone shot, ouais, défensive gauche même, pour aider notamment sur le côté gauche Huysen, Ferland Mendy, Flan Garcia évidemment dès qu'il est rentré. Ok, puis Vinicius qu'on voit aussi évidemment très haut sur le terrain, même si c'est vrai que c'est Brahim Diaz qui a la position la plus haute en moyenne dans cette rencontre, ce qui surprend effectivement parce que visuellement c'est pas du tout la sensation que j'avais eu. Pourtant je suis au Ouais. Bernabeu et j'ai visu sur tous les joueurs pendant les 90 minutes, je suis pas dépendant du réalisateur. Ok. Mais ce qui est super intéressant là-dessus, c'est que finalement, on le voit assez bien. On a vraiment la moitié de l'équipe qui a occupé le flanc droit, et puis l'autre moitié de l'équipe qui a occupé le flanc gauche. Et c'est en ça que je parlais de cohésion hier, c'est-à-dire que, évidemment, que tu peux avoir des permutations, mais dans l'aspect défensif, dans cette visualisation d'être très compact, le Real Madrid s'est bien réparti les rôles. Thiago Pitart a fait, on va dire, un triangle, a formé un triangle avec Trent Alexander-Arnold et Fede Valverde. De l'autre côté, c'est Tchouaméni qui a formé un triangle avec Ferland Mendy et Arda Güler, et ça s'est plutôt très très bien passé. Les deux centraux derrière, et puis une occupation de Vinicius sur le côté gauche, de Brahim Diaz sur le côté droit en phase offensive. Ça s'est quand même plutôt bien dessiné. Une autre image que j'ai envie de te montrer, c'est celle-ci. Flan Garcia au marquage de Erling Haaland. Et on a eu la même en première mi-temps avec Arda Güler qui était au marquage de Erling Haaland. Et moi, vu du stade, quand j'ai vu ça, franchement, j'ai sursauté. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il branle? Comment ça se fait qu'Arda Güler se retrouve sur Haaland? C'est du suicide. Et pourtant, j'ai l'impression que c'était une strat, puisque ça s'est Ouais, répété tout le match.
C'était une strat parce que le but c'était de marquer avec nos joueurs les plus importants, leurs joueurs les plus importants sur corner. Et force est de constater que sur centre, oui, Erling Haaland peut être très bon dans le domaine aérien, un petit peu moins sur coup de pied arrêté, et notamment sur corner, alors que Gueye, Ruben Dias sont des joueurs peut-être un peu plus précis dans le domaine aérien et donc la consigne elle a été celle-ci. Donc je pense que c'est une vraie stratégie, hein. Il y a pas de doute là-dessus. Tu peux pas mettre tes deux joueurs les plus petits entre guillemets sur le joueur le plus grand quasiment en face. C'est que on visait les défenseurs centraux qui eux sont un peu plus à l'aise de la tête et puis on a laissé un petit peu entre guillemets Erling Haaland de côté sur ses phases arrêtées. Ouais, surprenant, mais en tout cas, ça a fonctionné. Du coup, à quoi s'attendre sur le match retour? Est-ce que tu vois des ajustements d'un côté comme de l'autre? Est-ce que tu arrives à les anticiper? Est-ce que c'est trop tôt? En sachant Moi, qu'évidemment, il y a cette donnée de quels seront les joueurs de retour, peut-être côté City les ajustements, côté Real Madrid. en fait, je pense que ce qui est important, c'est de savoir comment City va évoluer. Et à mon avis, on aura droit à un City qui sera bien plus offensif encore et qui aura surtout pas la même disposition tactique. Je pense qu'il y a deux solutions. Soit on retrouve une attaque à deux avec Semenyo et Erling Haaland, ça c'est possible. Mais dans tous les cas, on va avoir un facteur X qui à mon avis sera Ryan Cherki qui lui va être aligné. Et le but de Ryan Cherki, ça va être de faire du Ryan Cherki comme il l'a fait hier soir et d'apporter ce surnombre et cette magie pour donner des passes dans les intervalles. Donc le but, à mon avis, de City, ça va ne plus être de passer sur le côté pour essayer de rendre, enfin en tout cas pour faire en sorte que le Real Madrid devienne une équipe compacte comme on l'a vu, où c'est très compliqué à mettre à mal. C'est de se reposer sur des joueurs un peu différenciants, que peuvent être Ryan Cherki, Doku également, ou par exemple Phil Foden. Et donc, à mon avis, on sera plus avec deux joueurs à la récupération. Donc on n'aura plus Rodri aux côtés de Bernardo Silva. Je pense on aura Rodri en seul sentinelle et puis on aura un milieu de terrain supplémentaire. Et le but, ça va, je pense, être d'avoir des joueurs un peu plus alignés et plus hauts sur le terrain pour faire en sorte de trouver des intervalles avec, par exemple, Cherki ou Doku et Phil Foden qui vont chercher dans le dos de la défense, en théorie, sur les deux centraux qui seront alignés côté Real Madrid. Donc je pense qu'il y aura beaucoup plus de verticalité, beaucoup moins de latéralité, à mon avis beaucoup moins d'utilisation des joueurs de côté et qu'on sera plus axial. Alors tu me diras, le Real Madrid sera peut-être encore plus à même d'être compact et de se réaxer et ça va fonctionner sur le match aller. Oui, mais je pense réellement que Ryan Cherki sera un joueur titulaire et qu'un joueur comme ça qui peut se balader un petit peu partout parce qu'on l'a vu à son entrée en jeu, hein, il vient chercher des ballons ici mais il vient également sur le côté gauche et puis il vient pied opposé et le fait d'avoir un électron libre comme celui-ci qui en un contre un même arrêté peut faire des différences. Ça va t'obliger des prises à deux mais pas des joueurs défensifs, ça va t'obliger une prise à deux d'un milieu de terrain et peut-être d'un Chouameni ou d'un Thiago Pita ou d'un Camavinga s'il est aligné. D'ailleurs, attention, peut-être petite piécette sur Kamavinga, sur une potentielle titularisation au retour, justement pour essayer peut-être de contrer ou d'anticiper ce schéma-là. Mais ça va forcément te faire sortir des joueurs. Et puis, si tu joues un petit peu plus haut, parce que tu seras obligé de prendre des risques, là, tu rejoues avec cette ligne de 2 ou de 3, peut-être même de 2, avec un Rodri qui vient s'intercaler. Et puis, tu as même un milieu supplémentaire. Le but, je pense, sera de répéter les pistes, en fait, d'avoir de plus en plus de pistes axiales pour essayer de faire la différence, de jouer sur de l'appui soutien ou de l'appui remise, passe en profondeur. Et je pense que, à mon avis, Manchester City va essayer d'attaquer la surface. Le but pour le Real Madrid, ce sera de garder son côté compact et peut-être, je dis bien peut-être, d'utiliser un milieu de terrain supplémentaire pour justement avoir un peu plus de présence. Laisser qu'un seul homme devant parce que finalement on a déjà 3 buts d'avance et il n'y a pas besoin d'être deux en compte comme on a pu le voir sur le match aller. D'apporter un élément supplémentaire pour essayer justement de contrer ces ballons dans les intervalles de la part des Citizens. Ok, on a deux données là au moment où on tourne jeudi soir, donc lendemain du match. La première, elle concerne Ferland Mendy, hein, qui est sorti remplacé à la mi-temps face à Manchester City au Bernabeu. Bon, on parle d'une petite blessure au niveau je sais même plus où d'ailleurs, l'ischio. C'est Blessure sûr, à ouais. l'ischio. On parle d'une semaine, mais c'est pas, enfin, il n'est pas écarté officiellement. Je pense que ça va être compliqué quand même, mais bon, de toute façon, je pense qu'il sera, enfin, il n'y a pas de débat, il sera remplacé numériquement, soit par Fran Garcia, soit peut-être Carreras s'il est de retour aussi, incertain également. Et par rapport à Mbappé, on a RMC aussi, donc évidemment, source plutôt proche de Mbappé, donc on va dire rassurante, Fiable. fiable, ouais, fiable, voilà, c'est le terme le plus approprié.
Mbappé pourrait être sur le banc. En tout cas, il se sent mieux et les sensations disent que voilà, il y a des chances qu'il soit sur le banc. Bon, je pense que, notamment de par ce que tu as expliqué, par rapport au score, il n'y aura pas d'urgence à mettre Mbappé sur le terrain au coup d'envoi et qu'on le gardera plutôt en cartouche au besoin. C'est ça. Je pense que le fait d'avoir fait la différence pour le moment au match aller, une belle différence, elle te permet de compter sur Kylian Mbappé, mais au besoin. Et ça, je pense que c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle déjà parce qu'il peut revenir lui rapidement. Et seconde bonne nouvelle, parce que si le plan de jeu se passe mal, bah t'as Kylian Mbappé en cartouche et pas grand monde peut se vanter d'avoir ça sur le banc. Et puis il peut aussi avoir son importance. Je l'espère pas, mais si le Real Madrid est mené 2-0 à 20-30 minutes de la fin, eh ben dans le schéma que j'expliquais, si tu dois trouver devant un joueur capable de faire la différence et d'avoir de la vitesse, bah qui mieux que Kylian Mbappé pour occuper ce rôle-là. Donc oui, dans tous les cas, ça reste une excellente nouvelle que nous apporte RMC, c'est clair. Petite question, si ça se passe mal, donc on imagine évidemment que Mbappé rentre pour mettre une arme offensive supplémentaire, donc tu retires possiblement un milieu de terrain pour mettre un kick et faire la différence, parce qu'il va falloir que tu marques, hein, ce serait évidemment dans ce contexte-là. Si à contrario ça se passe très bien, ça fait un partout à la 75e minute de jeu, donc on est plutôt serein a priori dans cette rencontre. Ce serait quoi plutôt le coaching? Vinicius qui sort et tu mets Mbappé, comme ça tu remplaces une menace par une autre et comme ça tu gardes ton équilibre en place? Non, non, si jamais il y a un partout à la 75e dans le scénario que tu indiques, Mbappé rentrera pas. À quoi bon prendre des risques alors que tu es C'est vrai. pratiquement qualifié? Autant le laisser encore se reposer, c'est gratter mine de rien 3 jours supplémentaires avant le prochain match, donc potentiellement bah, encore des entraînements ou du repos, du kiné. Donc non, il rentrera pas. Il peut rentrer à 3-1, à 2-0, ouais, parce que là, ça peut, et encore, tu vois. Il peut rentrer même, moi je pense qu'il rentrerait même à 3-0 ou 4-1, tu vois. Où là, ça commence à être la merde, il y a des prolongations qui sont en jeu. Et là, ouais, là, il faut le faire rentrer. Mais je pense même qu'à 2-0, tant que tu tiens le 2-0 si t'es mené, et j'espère pas évidemment, je suis même pas sûr, tu vois, qu'il rentre. Je pense que Arbeloa attendrait le dernier du dernier moment de se dire, bon, là, j'ai plus le choix. On va risquer ta saison peut-être là-dessus, mais voilà, moi j'ai pas le choix, il faut pas qu'on perde cette avance, et donc là je jette mes dernières armes dans la bataille. Il est vrai que c'est un luxe, ce serait un luxe de passer Manchester City avec tous ses absents et notamment Kylian Mbappé. Donc ce serait un petit peu bête de prendre un risque démesuré et de le faire entrer en jeu face à City si le besoin n'y est pas. Bon, merci autant, en tout cas merci à tous. J'espère que vous avez apprécié un Merci petit Tom. peu ce format. Dites-nous un petit peu dans les commentaires, est-ce que vous appréciez? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez voir évoluer, etc. Dites-nous un petit peu votre retour. Voilà, puis c'est bon à prendre toujours et puis on essaiera de faire chaque fois mieux comme à chaque fois. Merci à Ota, merci à tous. Merci Passez Tom. une bonne soirée, prenez soin de vous, puis on se dit évidemment à très très vite sur Ralph France comme d'habitude. Allez, ciao. Ciao.